Jean-Michel Aulas, le modèle parisien ne pourra pas persister. Comment abordez-vous ce sprint final? Avec beaucoup d'envie. Car, on le sait, Lyon termine très bien ses championnats en général. C'était le cas à la grande époque, avec 4 grandes remontées sur nos 7 titres consécutifs. Nous venons de prendre la 3e place. Une première étape. Mais pourquoi pas plus haut? Et toutes les équipes ne sont pas à l'abri d'une mauvaise série. Monaco joue à Paris pendant que nous recevons Amiens. On peut revenir à 4 points. Tout est possible. Une 4e place serait un échec. Dans l'absolu, oui. Car notre objectif est de nous qualifier pour la Ligue des Champions, C1. On peut aussi pondérer ce qui est un échec pour Lyon ou Paris est une réussite brillante pour Bordeaux, Saint-Étienne ou Marseille. Mais je n'imagine pas qu'on ne soit pas sur le podium. Une qualification pour la C1 vitale pour LOL, selon vos propres termes. Non, elle est juste nécessaire pour atteindre les sommets et combler le retard avec les grands clubs européens. Les revenus liés à la C1 sont très importants et vont encore augmenter l'année prochaine grâce aux droits télé, revus à la hausse plus 38%. Atteindre les quarts de finale devrait rapporter autour de 80 millions d'euros. Si on échoue, on trouvera une solution. Nous pouvons multiplier les activités dans notre stade, ou nous accorder le droit de vendre un joueur de plus. Notre équilibre n'est pas en péril. Loin de là. Quel regard portez-vous sur cette saison contrastée? C'est une saison énervante, car nous avons battu les 3 candidats au titre chez nous. Nous sommes allés gagner à Marseille, 3-2, le 18 mars, dans un match d'anthologie, mais il y a aussi eu quelques trous d'air qui ont crispé tout le monde. Le foot est ainsi fait. Le bilan est globalement très positif. Les défaites contre Cannes en quart de finale de la Coupe de France et face au CSKA Moscou en 8e de Ligue Europa sont les plus dommageables. Cette élimination face à Moscou est votre plus gros regret? Oui, car on avait beaucoup bataillé pour que l'UFA choisisse Lyon pour la finale, avec l'idée en tête d'aller au bout. Gagner une Coupe d'Europe à Lyon, cela aurait été beau. À quoi sont dus ces trous d'air? Avec le recul et 30 années de pratique à mon poste de président animateur, je suis bien placé pour juger. Mon explication, qui est la bonne, est la jeunesse de notre effectif. Des joueurs très brillants qui se laissent déborder par leur enthousiasme. Ils ne font pas exprès. Cette jeune classe doit juste comprendre que, quand elle réussira tous ses matchs comme à Marseille, on ne sera pas loin d'être champion de France. Cette saison a aussi été marquée par des problèmes récurrents avec les supporters. Nous avons été confrontés à 2 phénomènes. D'abord, l'impatience de certains supporters. Depuis 21 ans, nous sommes en Coupe d'Europe. Nos supporters, qui sont de plus en plus jeunes, sont dans l'ivresse de la performance. À cette impatience s'ajoutent les interdictions de déplacement souvent injustes. Parallèlement à cela, il y a un certain nombre de mouvements en France auxquels il faut faire attention. Des mouvements identitaires dont nous avons été victimes. Ils viennent manipuler, noyauter des groupes des supporters. Ils trouvent un terrain fertile à travers le foot et son exposition médiatique. Aux débordements et incidents s'ajoutent les banderoles hostiles. Comment sortir de la crise? Le dialogue est ouvert. Je ne suis pas inquiet. C'est dans ma nature. Le début de ma carrière s'est fait sur les barricades de mai 68, donc, les négociations, les discussions, ça me connaît. J'ai une relation suivie avec nos groupes de supporters. Nous avons un besoin absolu des fans pour soutenir l'équipe, mais nous avons aussi besoin des entités économiques. Il faut faire attention à l'image que l'on donne. On peut discuter, mais on ne doit pas mettre l'institution en danger. L'institution justement. Votre modèle n'est-il pas dépassé, mis à mal par l'arrivée massive d'investisseurs étrangers? On peut l'analyser comme ça. Moi, je pense avoir toujours été en avance. Un visionnaire. Il y a 30 ans, quand je suis arrivé, les clubs étaient des associations. Je suis allé à Bruxelles pour que nous obtenions le droit d'être des sociétés anonymes et cotées en bourse. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de notre stade, notre académie est la meilleure de France et la 3e en Europe. Nous sommes cités en exemple partout dans le monde. Alors, quel est le problème? Ces États tout-puissants, qu'ils soient qataris, émiratis ou autres, qui compromettent un équilibre fragile. Ils provoquent la dérégulation du marché, l'inflation des salaires et des transferts. À l'UFA,
il y a une vraie prise de conscience, et la mise en place de la nouvelle règle d'équilibre compétitif dans le cadre du fair play financier est une vraie bonne réponse. Elle va mettre en lumière les clubs qui ont des bases de fonctionnement saines et d'autres qui ont mis en place des systèmes qui n'ont rien à voir avec le sport et le foot. C'est bien pour cela qu'à moyen terme, le modèle parisien ou celui de Manchester City ne pourront pas persister. Le PSG pourrait être inquiété par ce nouveau fair play financier. On verra. Il peut y avoir des surprises et des sanctions en fin de saison. L'UEFA prend la main. L'équilibre compétitif sera appliqué en juillet. Désormais, un club de foot doit dépenser ce qu'il génère et des limites sont fixées. La dérégulation doit être contrôlée. Et ceux qui ne respectent pas les règles, sanctionnés. Le PSG de Neymar qui remplit les stades ne fait-il pas la promotion de la L1 partout dans le monde? Il ne faut pas se tromper de débat. On a un besoin d'un championnat équilibré avec 3-4 équipes de haut niveau pour qu'il soit vendeur. Le monde professionnel est à un tournant. Car il a construit une sorte de monstre avec le PSG. Derrière, il y a le reste de la troupe qui est en train de s'autodétruire. Le budget moyen des clubs de L1 est de 65 millions quand celui de Paris est de 700 millions, même si le conteste. Comment est-ce possible? Il faut passer par une forme de régulation. Sinon, le système va exploser. Les droits télé pourraient-ils être revus à la hausse? Un PSG qui termine avec 25 points d'avance, ça ne fait pas la valeur des droits. Pour l'instant, ils sont de 500 millions d'euros par an. En Angleterre, c'est 3 milliards en outre, les droits sont vendus jusqu'en 2020. À cette date, Neymar sera-t-il encore là? La diffusion en prime time en Chine de Nice PSG a été un succès d'audience et la Ligue professionnelle de football vient de signer un accord avec la chaîne publique chinoise CCTV5 pour la diffusion de matchs de L1 jusqu'en 2021. Tant mieux. Mais la Chine veut surtout acheter des Nice-Lyon, car nous avons des actionnaires minoritaires chinois. Il n'y a pas que le PSG, je vous assure qu'un Lyon-Marseille fera beaucoup plus d'audience en Chine qu'un PSG Guingamp. LOL peut-il être champion de France l'année prochaine? Non, car nous ne pouvons pas encore concurrencer le PSG tant que nous ne jouons pas avec les mêmes armes. Je mets également à part Monaco, qui bénéficie d'avantages fiscaux. Par contre, nous pourrons lutter avec le Bordeaux New Look, financé par un fonds américain, et l'OMD, l'américain Frank McCourt. Des concurrents loyaux et forts qui jouent avec les mêmes règles que les nôtres.